Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui nous vient du conseil, un mordu du learning, un vrai. J'ai nommé Didier Bourris. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, tu es le directeur de la WE Academy chez SNCF Voyageurs. On va y revenir. Un métier passionnant où tu gères, on va le voir dans quelques instants, 3 piliers très costauds. Mais tu vas nous le dire bientôt. Est-ce qu'on peut commencer par ton enfance et tu peux me dire quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petit? Un métier hyper original puisque je voulais être footballeur professionnel. Ah, Donc, alors, pour quel club? Est-ce que tu dans quel club? Non, C'est dangereux de dire ça, attention. J'étais pas trop dans l'esprit fan, j'étais vraiment dans l'esprit jeu. Et avec un côté compète bien présent. Et puis, j'ai pas trop été poussé là-dedans. Donc après, j'ai plutôt bifurqué vers la kiné, puisque je trouvais que c'était un bon moyen de rester dans le monde du sport. Et puis, en discutant avec des kinés, j'ai réalisé qu'on ne massait pas que des sportifs. Donc voilà, je me suis laissé emporter. C'était la fin d'une carrière. Voilà, c'était la fin de ma carrière, exactement. Donc je me suis laissé emporter par les matières dans lesquelles j'étais plutôt pas mauvais. En l'occurrence, les sciences. Oui, c'est ça, parce que du coup, tu t'es pas engagé vers des études sportives ou des études. Non. Tu es parti vers un cursus qui était du coup plus classique. Tu peux nous raconter? Oui, j'ai fait un doc de maths appliquées et ensuite ça s'est poursuivi en MIAGE, donc une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, donc qui m'a permis de découvrir l'informatique et de rentrer dans cette filière. Tu travaillais sur quoi comme ordinateur à l'époque? C'était pas les Atari? Oula, Non, c'était un peu plus... Alors, Atari, c'était mon ordinateur de gaming de l'époque. Et puis, sinon, après, j'ai travaillé sur des AS400, j'ai travaillé sur, en effet, des langages. Mais la MIA, je préparais plutôt à être à l'aise dans cette discussion métier/informatique et de pouvoir jouer les intermédiaires entre ces deux mondes qui avaient du mal à échanger entre eux à l'époque. Donc voilà, ça nous préparait vraiment à ce chemin, ce pont entre, d'un côté, des techniciens et de l'autre, des acteurs plutôt business. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans les maths? Qu'est-ce qui te plaisait? Ce qui m'intéressait dans les maths, c'est le jeu. Moi, je trouve que les maths, tu dis mathématiques, tu me dis souffrance. Hein, donc non, mais je trouve que c'est de l'énigme, en fait. Des maths, c'est avoir des hypothèses et essayer, à travers ces hypothèses, de jouer avec. Les hypothèses, c'est des théorèmes, c'est un certain nombre de choses, et de jouer avec pour arriver à la solution. Donc non, je prenais ça plutôt comme un jeu. Je sens un esprit logique. Et alors du coup, à l'issue de tes études, tu t'engages tout de suite vers l'univers du conseil. Alors, pas tout à fait, en fait. À l'issue de ma MIA, je suis parti en Afrique et j'ai travaillé pendant 2 ans en Afrique. Donc, j'ai fini mes études en travaillant et après, je suis parti 2 ans pour travailler dans une banque qui était toute neuve, qui faisait du crédit mutualiste, donc du microcrédit, en fait. Oh, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a poussé tout d'un coup à partir comme ça en Afrique? T'avais quel âge? J'avais 23 ans. Et ce qui m'a poussé, c'est qu'à l'époque, parce que je suis pas tout jeune, il y avait ce qu'on appelait le service militaire qui était obligatoire. Et plutôt que de le passer avec une arme dans le dos, entre guillemets, j'ai préféré le faire dans le monde de l'entreprise et découvrir une nouvelle région. Donc, j'avais pas envie d'aller en Angleterre, j'avais pas envie d'aller aux États-Unis, j'avais plutôt envie d'aller découvrir une nouvelle culture. Et voilà, le Sénégal m'a ouvert ses portes et je n'ai pas été déçu. Puis la microfinance en Afrique est super puissante. Hein. Alors, c'était très embryonnaire à l'époque, mais c'était les prémices de ce qui a explosé ensuite. Et aller récolter de l'argent dans les villes pour la distribuer dans les provinces et leur permettre d'ensemencer leurs terres, c'est un très beau projet. Tu vois l'impact, il y a un effet directement concret, super fort. En Afrique, c'est vraiment, je décide de quelque chose, jour +1, j'ai l'impact de ce que j'ai décidé. Donc, c'est vraiment passionnant de bosser là-bas. Et tu étais basé à Dakar, du coup? Non, j'étais à Kaolack, donc dans une ville qui est en plein centre du Sénégal, dans laquelle même les Sénégalais n'aiment pas trop aller. Il fait chaud. Il fait très chaud là-bas. Et puis après, j'étais à Thiès, donc une ville qui se rapprochait un peu de Dakar. Excellent. Et donc là, pour le coup, tu poursuis pas ensuite dans l'univers bancaire? En fait, dans mon choix, j'ai jamais été séduit, du moins à l'époque, par l'esprit des informaticiens. J'ai trouvé que c'était un esprit très replié sur lui-même. Je cache mon code, je ne donne pas d'explication dans mon code. Enfin, cet esprit où l'absence de coopération était très présente à l'époque. Ça a bien sûr évidemment changé. N'était pas vraiment ce qui avait de l'écho chez moi. Donc, j'appréciais de faire des petits programmes comme tout à chacun, mais voilà, j'étais un peu déçu par cet esprit-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le conseil et j'ai été... tu as tracé ta route. Exactement. Parce que là, pour le coup, tu découvres le monde du conseil et en fait, tu vas y rester assez longtemps finalement. En fait, j'ai suivi une personne pendant une quinzaine d'années
Et puis, j'ai eu la chance de gravir un certain nombre d'échelons, puisque dans le conseil, c'est quand même up or out. Très hiérarchique. Hein. Voilà, c'est très hiérarchique. Et puis, si on n'évolue pas assez vite, la porte. Il y a une porte de sortie qui se présente à toi. Prend naturellement, mais bon, c'est fait culturellement, donc c'est plutôt bien géré. Et je m'arrête juste quelques instants parce que le monde du conseil, c'est aussi un monde extrêmement exigeant. Tu le disais, voilà, c'est un monde sur lequel effectivement tu peux rentrer, mais tu peux aussi très vite sortir si ça marche bien. Toi, tu as réussi à choper les codes rapidement. Ça fonctionnait parce que tu avais la mentalité conseil, cette espèce de capacité à avoir des grilles de lecture modélisées. Qu'est-ce qui a fait que toi, la greffe a pris? Parce que parfois, il y a des jeunes qui arrivent dans le conseil et qui sont débarqués au bout de 6 mois. Oui, je saurais pas dire qu'est-ce qui a pris. Je parlais des maths tout à l'heure en disant que ça m'amusait. Le conseil m'amusait. Certains dans le conseil se spécialisent sur un sujet. Moi, j'adorais les nouvelles problématiques. J'adorais avoir ce pas d'avance vis-à-vis de mon client et découvrir un nouveau sujet. Donc, je suis à la fois curieux et plutôt rigoureux. Donc, je pense que c'est deux qualités qui permettent de relativement bien s'en sortir. Et les systèmes, l'approche un peu systémique sur n'importe quel sujet, c'est quelque chose qui, je pense, est pas mal utile dans le conseil. Donc voilà, c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais assez bien. Et tu avais rejoint une practice ou une spécialité un petit peu, ou tu étais plutôt vraiment un profil généraliste? Alors, au début, j'étais très sur des problématiques très SI, par mon background. Bien sûr. Et puis, progressivement, j'ai évolué vers de l'organisation, puis vers de la relation client, puis je suis passé par les NTIC, ce qui s'appelait les NTIC à l'époque. À l'époque. Voilà, l'ancêtre du digital, entre guillemets. Et puis, j'ai touché du doigt, en fait, ce qui faisait la force des projets. J'étais plutôt toujours sur des projets, pas forcément de secteur particulier. Et puis, j'ai pris conscience au bout d'un certain temps que l'enjeu et la réussite, elle venait avant tout des piou-piou, des humains. Et donc, c'est ce qui a fait que la fin de ma carrière, j'étais responsable d'une offre conduite du changement et que je travaillais plutôt sur cette dimension-là en essayant de ne pas faire de la conduite du changement comme beaucoup, c'est-à-dire en l'intégrant à un projet, mais en la faisant à côté d'un projet. Mon idée, c'était vraiment qu'il y ait un budget dédié conduite du changement et pas un budget dans un global dont une partie va servir au change si on n'a pas trop de retard. Voilà. Et donc, l'idée, c'était aussi de travailler le changement dès le début du projet et pas une fois qu'on savait où on allait. Parce que ça, c'est quelque chose de très difficile. Si tu vois, lorsqu'on fait genre de mission de conseil, la partie conduite du changement, ça peut vite devenir un peu le parent pauvre qu'on fait un peu à la fin et qu'on boucle sur un petit coin de table. Toi, t'arrivais à porter cet enjeu et surtout à l'expliquer à des décideurs? Oui, parce qu'en fait, j'avais élaboré une méthode, entre guillemets, très conseil, on élabore une méthode. Tu avais chiffré l'impact, c'est ça? Et en fait, alors non, j'avais surtout fait une démarche qui était une démarche de... on paye pour voir, donc une démarche qui n'était pas extrêmement chère, mais qui me permettait de poser un diagnostic sur une situation par rapport à une ambition. Donc j'ai mon contexte, j'ai une ambition. Et par rapport à ça, de voir tous les nœuds un peu qui pouvaient se poser en termes de conduite du changement. Et derrière, d'expliquer à mon client que voilà la liste de nœuds que j'identifie qu'il va falloir traiter dans le cadre de ce projet, dans le cadre de cette transformation. Et après, il était libre d'acheter les tiroirs que je lui proposais sur chacun des nœuds ou de le prendre à son compte. Mais ça permettait d'avoir une offre qui était très rassurante au début, c'est-à-dire que ça coûte peu cher. Et puis après, soit il achetait des missions complètes, soit il achetait quelques tiroirs. C'était son choix, soit il se débrouillait tout seul, mais au moins il avait un plan un peu général sur la conduite du changement. Tu avais posé un diagnostic, un audit. Ok, exactement. Très clair. Et du coup, tu fais plusieurs cabinets, puisque tu passes par With Management, tu passes notamment par Ineom également Consulting. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences conseil aujourd'hui que tu appliques dans ton quotidien? Le conseil, alors, est-ce qu'il faut le faire en démarrage de carrière, après quelques années? Vaste question, mais le conseil, c'est une super école. C'est une super école à la fois d'apprendre à présenter, d'apprendre à structurer, d'apprendre à découvrir des contextes, c'est-à-dire on a peu de temps. Si je vends une mission et que j'explique que je vais passer 3 mois pour essayer de comprendre, le client va assez peu acheter, donc il faut être assez rapide dans le diagnostic. Et cette rapidité, elle nécessite de mapper, entre guillemets, les points qui sont essentiels, de savoir lire un organigramme, de savoir lire un bilan financier, de pouvoir creuser et d'en déduire des choses. Et donc, tout ça, c'est une matière qui est très riche et ça donne des réflexes pour aujourd'hui analyser une situation, présenter une envie. Enfin voilà, ça structure énormément de choses et qui sont très utiles dans le quotidien de tout professionnel. C'est une école super puissante. Et moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a beaucoup en fait aujourd'hui de VP Learning qui viennent en fait du monde du conseil et qui ont fait un peu leur classe aujourd'hui. Donc, je te dis, c'est vraiment une école qui est reconnue, quoi. Mais faut tenir. Parce que la moyenne, c'est souvent, tu viens faire un premier poste de consultant et tu repars et t'accèdes pas toujours à des fonctions de manager, de responsable, parce que ça écrème au fur et à mesure de... Et quelle était finalement la culture que tu as préférée
Est-ce qu'il y a un univers qui t'a plu en particulier, un secteur? Tu disais que tu étais agnostique et tu travaillais un peu pour tout type de secteur. Mais en fait, quand s'est posé la question, je me voyais pas vieillir dans le conseil. Je trouvais qu'il y avait un peu d'amertume chez les vieux consultants, entre guillemets, un peu d'aigreur, voire de cynisme. Mais si des anciens consultants m'écoutent, je n'y voyais pas de critique, entre guillemets. Donc, me voyant pas vieillir, je regardais un peu les secteurs qui m'intéressaient. J'en avais deux. Le premier, c'était l'assurance, parce que je sentais que l'arrivée de l'assurbanque le côté complètement éclaté de ce marché de l'assurance allait amener énormément une consolidation, et donc de projets. Et c'était ça qui m'intéressait. Et puis, il y avait la SNCF que j'avais découvert en tant que consultant. Ah, tu avais déjà bossé pour eux à l'époque? Okay. Et j'étais très, très surpris moi, j'avais une vision de citoyen de la SNCF, donc avec une vision, il y a des gens en grève, il y a des mouvements sociaux, il y a des trains en retard, enfin, ce que globalement, on entend régulièrement. Et j'ai découvert un amour du produit en interne, donc des gens extrêmement mobilisés, une ouverture en tant que consultant. Je me suis senti complètement intégré dans les équipes, ce qui n'était pas toujours le cas. Voilà, et la SNCF allait faire face à la concurrence. Tout à fait, on était à l'époque de l'ouverture. Ça allait amener aussi des projets très intéressants. Et je m'arrête quelques instants sur l'image en fait de l'institution SNCF, parce que c'est intéressant que tu abordes ce point. Il y a souvent finalement, tu vois, cette image un peu de façade qu'on retrouve sur des institutions publiques ou semi-publiques. Tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de Pôle emploi. Et en réalité, peu l'ignore, mais Pôle emploi, c'est une institution qui est extrêmement moderne, qui a avancé sur des projets d'IA ou autres. Et c'est un peu le cas avec SNCF, finalement. Tu as l'image de façade parce que c'est une marque qui est rentrée dans nos vies, dans nos grands-parents les connaissent, etc. Alors qu'en réalité, c'est une entreprise aussi très tech. Alors, c'est une entreprise extrêmement tech. Je donne souvent cet exemple pour un élément de fierté. C'est ce qu'on connaît beaucoup d'entreprises qui font du Wi-Fi à 300 km/h. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais c'est une entreprise qui ne cesse d'innover. Alors, elle travaille sur des partenariats avec Alstom sur un certain nombre de choses, mais elle travaille aussi à son propre compte et initie beaucoup, beaucoup de choses. Donc oui, c'est une société qui innove beaucoup, qui innove sur son produit train, mais qui innove dans ses modes de fonctionnement aussi, parce que SNCF Connect, qui existe, alors qui s'appelait pas SNCF Connect, mais avec voyagesncf.com au début, c'était tout nouveau d'imaginer faire de la distribution par le digital, et la SNCF a pris le chemin, et aujourd'hui on voit qu'elle maîtrise sa distribution grâce à ça. Donc il y a vraiment des choix technologiques très forts qui ont été faits au fil du temps, et qui sont aujourd'hui le socle de notre savoir-faire et de notre performance. Donc toi, tu pressens finalement ce virage technologique qui va s'amorcer. On est en 2009. Et comment se fait la transition conseil SNCF? Est-ce que t'es chassé, t'as été happé, opportunité de vie? Alors, à l'époque, je suis parti sur Nantes, et avec la volonté de m'installer en province. Je suis dans un cabinet, en l'occurrence Ineum, qui était cité tout à l'heure. Et je suis appelé par la SNCF, par un ancien collègue qui bossait pour eux, et qui me demande si je suis intéressé pour un poste. Je lui dis non, je suis très bien, on est en migration sur Nantes, donc non, ça m'intéresse pas, mais parle-moi quand même du poste. Peut-être que je connais du monde qui pourrait être intéressé. Et quand il m'a décrit le poste, il y avait une dimension internationale. Ça me permettait d'être à la SNCF, ce qui était l'une des envies que j'avais. Et il y avait beaucoup de choses que je trouvais extrêmement intéressantes. Avoir un tampon international supplémentaire était pas inintéressant dans mon parcours. Donc je me suis dit, allez, banco. On est parti, et voilà, le chemin s'est fait. Et là, tu rentres en tant que Head of Trend Product? En fait, non, je rentre en tant que responsable des systèmes de distribution à l'international, puisque ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que pour vendre du train, c'est un peu compliqué. Et donc, à l'époque, la SNCF avait des sociétés à l'international qui vendaient des trains, les Rail Europe. Et en centrale de cette structure, il y avait un responsable des systèmes de distribution pour être capable de vendre la SNCF, mais pas que, parce que quand je suis aux États-Unis, quand je viens en France, quand je viens avant tout en Europe et pas uniquement en France. Donc, j'ai besoin de pouvoir vendre tous les transporteurs. Excellent. Donc, tu avais finalement un pont, une espèce de tête de pont qui était chargée de la distribution dans toute l'Europe. Ok, très clair. Et là, pour le coup, comment se fait la transition? Tu passes du conseil, avec une culture déjà très jalonnée par les missions, un rythme qui est très précis, à tout d'un coup, du coup, celui d'une institution avec une culture ultra différente. L'adaptation se fait... L'adaptation se fait très naturellement. Moi, j'allais chercher à la SNCF à développer ma culture managériale. Puisque manager des consultants, on a énormément de leviers, on a des gens qui n'en veulent, comme on dit. Oui, donc, voilà. Donc, c'est finalement assez simple de motiver des gens, avec des gens motivés par essence, et avec qui on a de vrais leviers pour les motiver encore un peu plus si besoin. À la SNCF, c'est différent. Donc, je venais aguerrir, entre guillemets, ma pratique managériale.
Et j'ai pas été déçu. Et, Parce que là, tu as une population qui est très hétérogène. Tu as à la fois dans ton équipe, j'imagine, des techos, des ingénieurs, des product owners. Quel était un peu le profil de ton équipe? C'est des cheminots. C'est-à-dire, ça veut dire quoi des cheminots? Ça veut dire que c'est des gens qui sont en effet d'horizons différents. Ouais. Et le gros avantage de la SNCF, c'est qu'on peut passer d'un métier à l'autre très facilement dans son parcours. Donc, on a des gens qui sont, pour certains, très experts d'un sujet, et pour d'autres qui découvrent et qui n'ont qu'une compétence, mais ont quand même une responsabilité. Et il faut structurer tout ça et animer tout ça. J'étais à l'époque une petite équipe, donc c'était une relation très intuitive personnée qui était mise en place, mais qui permet de découvrir un peu tous ces process RH qui sont un peu particuliers à la SNCF. Bien sûr. Et donc, tu fais à peu près ça pendant 7 ans. Et ensuite, tu bascules un peu plus côté marketing. Tu deviens Head of CRM. Tu peux nous raconter? Alors, en fait, toute la partie internationale a été rattachée à voyagesncf.com. Oui. Et dans les évolutions, on m'a demandé d'évoluer sur du produit, donc de l'animation produit. Donc, j'étais responsable d'une direction produit avec différentes feature teams. Donc, ça m'a permis de découvrir l'agile. Quel type de produit? Alors, c'est des produits qui sont par rapport à ce qu'on appelle la descente de train. Donc, la manière de vendre notre train, c'est découpé en pages ou en modules, et chaque module représente un produit. Donc, on a le module paiement. C'est un produit. La page paiement correspond à un produit. En fait, ton site en soi est fractionné en sous-produits, c'est ça? Okay. L'idée, c'est d'avoir une cohérence d'ensemble, bien sûr, pour avoir un parcours fluide côté client. Mais d'un point de vue organisation et structuration des équipes, il y a une structure qui est étape par étape pour s'assurer de la performance de chaque étape. Et toi, tu étais spécialisé du coup sur quel type de page? Moi, en fait, j'étais en responsabilité sur l'ensemble de la descente à l'époque. Donc, en allant de la recherche des trains jusqu'au paiement. Et j'avais des équipes produits j'avais 6 équipes produits à l'époque qui réalisaient et qui mettaient en place l'agile. Donc, pour moi, ça me permettait aussi de découvrir l'agilité et de voir la puissance du système. On va revenir à l'agilité, mais juste du coup, moi, je voudrais remettre un peu en perspective la pression que c'est d'être sur un site tel que celui-ci. Parce qu'en termes de trafic, c'est quoi? On est sur plusieurs millions de visites par mois. Je ne donnerai pas les chiffres parce que je ne sais plus aujourd'hui où ça en est, mais oui, c'est un site qui est très conséquent. On a des périodes, notamment quand il y a ce qu'on appelle les ouvertures des ventes, les ODV dans notre jargon, où on a, si vous vous connectez à 6 heures du matin, il y a des pics de serveurs. Des pics de serveurs, exactement, qui sont à l'image d'Amazon, donc de manière très forte. Donc oui, il y a une tension qui est très très forte. Moi, je n'étais pas dans les équipes commerciale, entre guillemets. Donc, dans ces périodes de pic, on a une tension, évidemment, mais elle est surtout forte sur les équipes qui sont en production pure. Nous, dans l'ensemble, quand on délivre, c'est que c'est en qualité. Donc, on était un peu protégés de ça. Mais néanmoins, oui, il y a une forte tension. On sait très bien que si on se plante, on fait la une du 20h sur un produit comme tel. Voilà, on est d'accord. Oui. Et là, du coup, toi, quels sont tes points de vigilance? Quels cauchemars que tu veux éviter dans ce genre de cas? En fait, il y a... Les points de vigilance, moi, je vais revenir à l'équipe, c'est vraiment de trouver le juste équilibre pour ne pas confondre vitesse et précipitation et permettre aux équipes de travailler avec une certaine légèreté, en fait. Puisqu'on sait très bien que c'est quand on veut pas tomber que la plupart du temps on trébuche. Alors ça peut arriver de manière non prévue, bien sûr, mais il y a toujours quelque chose qui se crée par la peur de... Donc l'idée, c'était plutôt de créer ce climat de confiance et d'essayer de mettre en place des équipes qui soient le plus autonomes possible. Et c'est ce que j'ai poursuivi ensuite sur un autre poste, c'est vraiment de mettre en place ces conditions de la confiance pour que ceux qui donnent l'orientation se contentent de donner l'orientation et la direction, et qu'on ait des équipes qui soient beaucoup plus sur le comment et qui soient responsables des modalités pour arriver à l'objectif visé. Et de créer ces conditions-là était vraiment mon point d'attention particulier. Et ça, du coup, c'est un vrai changement de paradigme. Donc, tu expliquais bien les challenges que c'est d'être sur un site aussi consulté. Tu parlais de la hantise du bad buzz sur un TF1. On sait que le grand public est très sévère sur des marques comme SNCF. Elle peut faire du SNCF bashing sur Twitter ou autre. Okay. Et toi, tu impulses du coup un changement d'état d'esprit. Alors, est-ce que c'est ta culture cette informatique où tu vois que l'Agile Manifesto ou autre t'ont influencé? Qu'est-ce qui... Non, en fait, c'est pas du tout moi qui l'insuffle. C'est via les équipes techniques que c'est insufflé à l'époque. Moi, je suis plutôt un opposant à ça, puisque je pars du principe, comme toute personne qui connaît pas une nouvelle méthode. Moi, je viens du conseil où une méthode pousse l'autre et remplace l'autre. Donc, pour moi, l'Agile, tel qu'on me le présente au début, c'est une méthode comme une autre.
Et donc, oui, l'agile, pourquoi pas, mais pourquoi pas autre chose, en fait. Donc non, je suis pas un opposant au sens strict, j'aime la méthode, mais pourquoi Pas celle-là plus qu'une convaincu autre, pour quoi, autant. voilà. Et en fait, c'est en étant responsable des équipes que je rentre dans l'agile, où je me dis, bon, moi, je peux pas juste avoir 3 principes d'agilité, enfin, il faut que je rentre un peu plus dans ces principes-là, et que je découvre la puissance que ça a. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode, c'est un état d'esprit. Bien sûr qu'il y a des repères à travers le Scrum, il y a des moments clés, mais en fait, tout concourt à créer de la conversation. Et en fait, je retrouve dans l'agilité un éclairage sur quelque chose auquel je croyais dans le management. Et cette volonté de créer des opportunités d'échange, des opportunités de communication, de ne pas être cantonné à la compétence que j'apporte, mais d'utiliser aussi l'esprit de chacun et de créer vraiment des collectifs qui sont portés par un objectif commun et qui vont travailler sur l'atteinte de cet objectif. Et oui, d'un côté, moi, j'apporte cette compétence, mais si j'ai une idée, à un moment donné, je peux aussi la partager. Bien sûr. Et donc, c'est tout ce mouvement-là qui est très intéressant et cette dichotomie qu'on élabore entre l'objectif, qui doit être très clair, et derrière la modalité, où là, on peut tester, on peut essayer. Et voilà. Et cette dichotomie est aussi très intéressante. Donc, voilà. Et Didier, du coup, tu le disais, et moi j'adore ce genre de punchline, tu disais, voilà, l'agile, c'est un état d'esprit. Et je te rejoins complètement là-dessus. Et tu disais, c'est aussi créer des conversations. Et c'est vrai que ça amorce des dialogues, tu permets à tes collaborateurs de prendre des initiatives, de se sentir in charge, responsable. Mais comment tu fais pour impulser ce genre de changement de culture? Parce que tu vois, c'est quand même des choses qui se font aussi dans la durée. C'est dur d'annoncer une révolution agile. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vois, les gens se prêtent à ces rituels, se prêtent à... Alors, je vais zapper, entre guillemets, dans mon parcours et je vais aller sur une période qui était au sein de la SNCF où on a essayé d'insuffler l'agilité au sein de la SNCF. C'est d'avoir des product owners qui Tu peux expliquer product owner pour ceux product owner, donc c'est les responsables, c'est les propriétaires du produit. Alors, avec la notion de propriété peut parfois être mal perçue, c'est-à-dire que c'est pas les seuls décideurs, mais une fois que l'objectif est clair, c'est ceux qui sont chargés de définir comment on atteint l'objectif et de mettre l'équipe en ordre pour ça. Mais c'est pas le chef de projet. Il y a vraiment cette notion d'équipe qui est très forte. Et quand on a essayé d'insuffler ça, en fait, j'ai eu deux actions fortes. La première, c'était d'essayer de travailler sur la mise en place de la rétro. C'est-à-dire que j'ai pas voulu imposer une méthode stricto sensu, mais dans l'agilité, il y a des rituels. Et un de ces rituels, c'est la rétrospective. Et la rétrospective, c'est un moment de partage en collectif qui vise à se dire qu'est-ce qui a bien marché ces dernières semaines ou durant la dernière période, qu'est-ce qui a mal marché, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on change. Et d'avoir ce travail collectif permet d'apaiser les tensions. Et surtout, met le collectif dans une démarche d'amélioration permanente, de manière structurelle. Et l'autre élément important, c'est de travailler sur la feuille de route de l'équipe. C'est-à-dire d'arrêter avec cette commande qui soit une commande qui tient en 2 lignes et d'être juste on veut un produit qui fasse mieux ci. Mais non, il faut qu'on soit très clair sur l'objectif visé parce que c'est ce qui va être le levier de priorisation. Et là, tu faisais quoi? Tu faisais des OKR ou pas forcément? On n'était pas sur les OKR parce que c'était certainement encore trop avancé, mais c'était vraiment clarifier avec je vais appeler le commanditaire, pas très élégant, mais le commanditaire d'un produit, clarifier, être vraiment dans l'échelle des pourquoi on veut faire ça, enfin, donner toutes les clés d'arbitrage à l'équipe. Ce que je voulais, c'était lâcher avec les copiles. Les copiles, les gens sont jamais disponibles pour les faire, et je peux pas, si je veux être efficace dans une équipe, il faut à tout prix que l'équipe soit en capacité de décider. Si j'attends un copil pour décider, je prends 2 mois dans la vue sur chaque décision importante. Et en plus, c'est très engageant, c'est très stimulant de prendre part à la conversation. Exactement. Et donc, l'idée, c'était donner les moyens et les clés d'arbitrage au collectif. Et donc, toute cette échelle des pourquoi, aller rechercher cette échelle des pourquoi, c'était communiquer ce qui fait... C'est très facile de dire, je veux plus de revenus et je veux baisser les coûts. Sauf qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, quelque part. Et il faut savoir si la priorité, c'est d'augmenter le revenu ou c'est de baisser les coûts. Et il faut faire le choix à un moment donné. Les 2 objectifs sont très sains, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse le choix entre ces 2-là. Et il faut qu'on décide parce que c'est ça qui devient une clé d'arbitrage. Donc, c'est pas la multiplicité des objectifs qui clarifie, c'est le fait d'en avoir qu'un seul. Donc, c'est ce truc-là qu'on essaie de chercher. Et Didier, sur ce sujet, je te sens passionné. Et moi, si tu me branches sur l'agilité, là, je pourrais parler pendant des heures. Après, je vais recentrer, mais juste petite parenthèse, tu t'es formé comment?
Parce que du coup, tu t'es documenté, tu as lu des bouquins, on t'a formé en interne. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es senti... Ou alors, je disais tout à l'heure que j'étais curieux, donc voilà, on utilise sa curiosité, on va avec les équipes essayer de comprendre un certain nombre de choses, on se documente. Open Classroom était très utile, on a eu une formation avec Simplon à un moment donné, mais voilà, mais c'est beaucoup de discussions aussi avec les uns et les autres, parce que derrière l'agilité, il y a un manifeste, mais il y a aussi des pratiques qui sont hétérogènes. Donc l'idée, c'est de faire son chemin à travers tout ça, de se faire ses convictions, et puis après de les porter. Tu le disais, faire ses convictions et aussi s'adapter un peu à sa culture d'entreprise. Et puis s'adapter à l'équipe. C'est-à-dire qu'un des sujets, c'était aussi que l'équipe définisse, que j'arrive pas moi avec mes idées, mais que l'équipe définisse, est-ce qu'on travaille sur un même plateau, est-ce qu'on travaille sur des plateaux séparés, mais on est toujours en contact, est-ce qu'on se réunit 1 fois par semaine, 3 fois par semaine, enfin, créer ces conditions. Bien sûr que l'idée, c'est sur le même plateau et que c'est idéal, mais oui, mais il y a des considérations personnelles qui font évoluer, donc charge à l'équipe de trouver le bon cadre. Tu vois, ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir amorcé l'agilité avant la crise sanitaire, avant toutes les discussions qui sont amorcées, parce qu'aujourd'hui, tu vois, ce qu'on voit, c'est l'émergence de thèmes comme la quête de sens, qui pose la question de l'engagement, de la participation. On voit l'émergence de thèmes autour de tout ce qui est hybrid work et autres. Et en fait, toutes ces questions de l'agilité, si on les avait amorcées avant, tu vois, 2020, c'était déjà des prémices qui permettaient de déminer des sujets un peu explosifs. C'est vrai, mais on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Exactement, et on ne va pas refaire l'histoire. Alors, Didier, je fais un petit peu un bond en avant, si tu me pardonnes l'expression, à ton poste d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, du coup, tu as une belle responsabilité, tu es le directeur de la We Academy, je rappelle, c'est plus de 130 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous parler de la culture learning de la We Academy ? Alors, je vais peut-être commencer par les piliers à ce moment-là pour bien expliquer. Je crois que tu as 3 piliers. Oui, en fait, la We Academy, l'ambition, c'est, on parlait de bashing sur les SNCF, donc on a aussi, il y a un côté équipe de France de football, hein, tout le monde a son avis sur la SNCF, et donc mécaniquement, il y a un enjeu dans nos collectifs de fierté et donc d'engagement. Alors, engagement, c'est assez classique, mais cet enjeu de fierté, il est notamment lié à ce bashing quand même assez régulier. Donc, il faut qu'on développe cette fierté, développe cet engagement et développe l'attractivité de nos métiers, la fidélisation de nos talents. Donc ça, c'est un peu le mantra de la We Academy. Et en effet, pour le faire, donc c'est assez récent, hein, la We Academy, 1er janvier 2022. Et pour le faire, on a 3 piliers. La formation, l'innovation et le réseau. Alors, la formation, pour nous, c'est le socle de l'engagement, en fait. Je ne peux pas être engagé si je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Donc, derrière ça, on va former, on va aussi informer. L'idée, c'est de donner les moyens, les compétences à l'instant T pour que l'agent, le collaborateur soit en capacité de délivrer sa mission, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment pour nous le socle de cet engagement. Le deuxième pilier, l'innovation. Là, on est sur quelque chose où on n'est pas un lab. J'ai pas des équipes spécialistes du design thinking ou autre. Mais par contre, on part du principe que si je fais toujours la même chose, et on a des gens dans les équipes qui sont sur le même métier pendant plusieurs années, à un moment donné, je ne peux pas être engagé dans la durée. On sait que l'engagement s'étiole. Donc l'innovation, c'est révéler qu'on peut faire des choses un peu différentes, un peu différemment. Et donc, c'est montrer ce qui se passe dans la maison, mais montrer aussi ce qui se passe à l'extérieur pour que des gens s'en emparent et renouvellent leur engagement. Donc l'ambition de l'innovation, c'est vraiment créer ces conditions du renouvellement. Et puis le troisième, le réseau. Le réseau, c'est au sens communauté. C'est en fait créer des ponts entre des individus. La SNCF, il y a des équipes un peu partout, en France, mais aussi à l'étranger. Et pourtant, il y a des gens qui font le même métier et qui se rencontrent jamais. Si je reste seul au fond de ma grotte, je suis rarement engagé. Si je reste seul au fond de ma grotte, les problèmes que je rencontre, c'est mes problèmes. Quand je partage avec mes pairs, mes problèmes, ça devient les problèmes de ma mission. Donc, c'est plus moi qui suis en cause, entre guillemets, c'est la mission que j'ai qui génère un certain nombre de difficultés. Et quand je partage, sur certaines difficultés, je suis capable d'apporter des solutions aux autres. Ça génère de la reconnaissance et de la fierté. Et puis sur d'autres, je suis capable d'entendre des solutions portées par les autres. Et ça m'apporte des solutions dans mon quotidien. Voilà, donc c'est un peu les 3 piliers. Et ça, on va amplifier l'engagement à travers ça. Excellent. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est marrant, tu parles vraiment de formation et tu le rattaches vraiment à l'engagement. Donc pour toi, c'est un vrai vecteur finalement d'attractivité. Hein. En fait, l'engagement, la formation, pour moi, c'est un moment d'attention. C'est-à-dire que je suis pas fan du côté si t'es pas bon, tu vas te former, qui me semble être un message aussi efficace que si t'es pas sage, tu vas te coucher. Donc je trouve qu'il faut qu'on arrive à instaurer une formation qui parte de l'envie des individus
parce qu'on l'a tous expérimenté. Hein. Je pense qu'une formation qu'on pousse à un collaborateur sur tel ou tel sujet en disant non, la prise de parole, c'est pas top, il faut que tu y ailles. On sait très bien que ça n'a aucun sens, enfin ça marche pas. Il faut que la personne ait envie. On a vu des gens qui se formaient sur le traitement, enfin travailler le bois en ayant été ingénieur informatique pendant des années. Ça part de leur bide, entre guillemets, et à ce moment-là, ils deviennent menuisiers, et souvent un menuisier limite artiste. Sûr. Donc, partir de cette envie, alors bien sûr que c'est pas toujours possible parce qu'on a des formations obligatoires, il y a des sujets de sécurité, mais il faut qu'on arrive à instaurer ça. Et ça, c'est souvent une musique difficile, hein, c'est de passer d'une culture, tu vois, learning, qui est axée sur des formations obligatoires, où il y a une dimension un peu coercitive, à une bascule vers une dimension vraiment beaucoup plus soignée. C'est ça, envie, passion, émotion. Et nous, on n'arrivera pas à le faire systématiquement, parce qu'on a ces obligations légales, entre guillemets, pour faire circuler un train. Il faut que j'ai un certain nombre de diplômes, entre guillemets. Et donc, il faut qu'on soit d'autant plus fort sur ce moment d'attention. Ce qui m'intéresse, entre guillemets, dans la formation, c'est de créer du mémoriel. Je veux qu'on bascule de ma responsabilité, c'est de faire des formations, à une responsabilité, c'est d'ancrer des compétences. Et si on bascule de l'un à l'autre, ça veut dire que pour ancrer des compétences, il va falloir que je travaille beaucoup plus dans la durée, parce qu'on n'ancre pas des compétences avec une journée de formation sur un nouveau sujet. Il va falloir que je travaille bien sûr sur la mise en pratique, c'est assez classique, mais c'est là. Et il va falloir que je trouve des moyens mémoriels d'ancrer ça. Et ces moyens mémoriels, c'est de créer ce souvenir. Et ce souvenir, il va se créer par ce moment d'attention. Bien sûr. Donc, parce que du coup, t'as à peu près combien de collaborateurs qui sont attachés du coup à SNCF Voyageurs en moyenne? Alors, au sein des SNCF Voyageurs, il y a 3 activités. Moi, je suis dans l'activité de TGV Intercité et c'est environ 17 000 collaborateurs. C'est énorme quand même. Et du coup, tu as des populations populations très opérationnelles, des populations tech. Bien sûr. Quel est les profils un petit peu qu'on peut... D'un point de vue global, la Oui Academy s'adresse à tout le monde. Donc, ça va des gens que vous connaissez à bord des trains ou en gare, qui vendent, à des gens qui sont à l'informatique, des gens qui sont au marketing, à la finance. Enfin, voilà. Donc, c'est très vaste, comme dans toute entreprise de cette taille-là. Donc, avec des expériences et des passés, entre guillemets, différents chez les uns et chez les autres. Et après, sur la formation... on travaille en effet pour voyageurs, donc là on va travailler pour l'ensemble des activités et on va travailler sur une population majoritairement opérationnelle ou manager. Oui, voilà, c'est ça. On va travailler sur ces deux types de populations. Et quel est ton mix du coup présentiel digital? Parce que toi tu as la particularité d'avoir une population aussi très nomade sur le terrain. On a sur la dimension hybride, on a évidemment dans le cadre du Covid développé un certain nombre de choses, mais toutes les notions qui sont à distance génèrent pas complètement ce moment d'attention. Donc, on essaye de les mettre en place, mais on essaye plutôt aujourd'hui, notre objectif, c'est plutôt de rapprocher les formations des stagiaires que de créer des flux digitaux, entre guillemets, pour créer de la formation. Donc, le schéma dans lequel on est, il est plutôt celui-là. C'est vraiment d'éviter qu'une demi-journée de formation nous prenne 2 jours, entre guillemets, entre les transports. Donc, c'est plutôt rapprocher cette capacité de formation au plus proche du besoin, que de créer de la distance. Parce que le moment d'attention derrière son écran, il est quand même un peu plus difficile. Donc, ça n'empêche pas qu'on en fasse, évidemment. Ça a du sens, notamment dans une logique de piqûre de rappel sur un certain nombre de sujets. Mais on cherche vraiment... Enfin, mon ambition, c'est vraiment de créer ce moment d'attention et de faire de la formation un moment d'attention. Très clair. Et du coup, ta deuxième brique, tu commences à en parler, c'est la partie innovation. Ce qui m'intéresse, c'est que tu m'as dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est montrer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Comment tu fais déjà pour montrer ce qui se passe à l'intérieur? Parce que très souvent, tu vois, lorsqu'on est dans une grosse structure, il y a des innovations, mais parfois, elles sont juste basées en région, on les voit pas, on n'arrive pas à les capter. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire remonter un peu tous ces pratiques? On a plusieurs dispositifs. C'est en effet le nerf de la guerre, donc c'est pas le sujet le plus simple. On a plusieurs dispositifs. On a une très bonne nouvelle, c'est qu'on a un super sponsor. C'est-à-dire que la Oui Academy, elle s'est créée par l'ambition et l'envie du dirigeant à la tête de TGV Intercité, qui avait vraiment la volonté de créer ces conditions de l'engagement. Donc c'est un super sponsor puisque c'est quelqu'un qui en parle régulièrement. Et donc on avait une volonté sur 2022 qui était, on avait 2 mots-clés entre guillemets qui étaient visible et valeur. Visible parce qu'il fallait qu'on développe de la notoriété et valeur parce qu'on ne pouvait pas s'en créer sans en apporter. On a gagné grâce à ce sponsorship pas mal de visibilité et on essaye de capitaliser entre guillemets dessus et de réaliser un certain nombre d'événements
qui contribuent à cette visibilité. Donc, on organise des conférences. On a mis en place un journal des territoires. Donc, c'est notre JT à nous, entre guillemets. C'est sous quelle forme, ton journal des territoires? Le journal des territoires, en fait, c'est un reportage. Alors, justement, c'est des territoires. Donc, on démarre par une prise de parole en live. Et puis ensuite, je donne la parole à des acteurs qui sont sur le terrain. Alors, c'est enregistré. C'est génial, tu fais un décrochage en région. On fait un décrochage en région, un peu Maison France 5, entre guillemets, avec, depuis la région, ils lancent différents reportages. Et donc, il y a des séquences qui permettent aux gens qui nous regardent de découvrir un site, de découvrir un métier. Attends, je m'arrête parce que je trouve ça super intéressant. Comment tu organises ça? Tu as des gens en local que tu as déjà identifiés, tu leur dis voilà, rendez-vous tel jour, telle heure, on fait un live sur Teams. Comment tu l'organises? En fait, on a dans les équipes We Academy, on a des gens qui sont super motivés et qui connaissent très bien le terrain et qui ont des antennes un peu partout, et ils se réunissent régulièrement pour faire une sorte de comité éditorial, pour discuter des sujets qu'ils ont entendus, des sujets qui pourraient intéresser. Notre objectif, c'est pas de nous intéresser nous, mais c'est d'intéresser le collectif. Donc, ils ont une petite modalité qui est, je crois, si les 2/3 sont à l'aise et connaissent pas le sujet, c'est que ça intéressera une bonne partie des gens. Et donc, à partir de là, ils prennent contact, ils vont faire des reportages en région. Après, il y a du montage. Après, on est dans un process classique. Et ce sont pas des journalistes. Donc, on a ce côté artisan, mais authentique aussi. Mais authentique, exactement. Donc, parfois, on a des petits problèmes de son, des petits problèmes de ceci. Mais voilà, ça se met petit à petit en place. Et surtout, ils y prennent beaucoup de plaisir. Et surtout, ça apporte de la reconnaissance aussi aux gens qui sont mis en valeur. Bien sûr. Et ça, cette notoriété-là, contribue à ce que d'autres gens viennent aujourd'hui frapper à la porte. Et donc, c'est un peu ces événements qui attirent du monde, entre guillemets, ça crée un peu une routine qui met en avant des manières de faire au niveau local, met en avant des acteurs, parce que le journal des territoires, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant des agents. Et de ce fait-là, il y a d'autres agents qui nous contactent et qui ont envie d'être à leur tour mis en avant et de valoriser ce qu'ils font. C'est génial. Donc, tu as le journal des territoires, tu as des conférences, tu fais un cycle régulier? On essaye d'avoir une conférence par mois sur un sujet donné. Et c'est quel type de thème? C'est métier? En fait, c'est des thèmes qui soit intéressent les agents. Donc, typiquement, on a fait une conférence dernièrement sur SNCF Connect pour présenter toutes les dernières évolutions d'SNCF Connect, puisque les agents, notamment les roulants, peuvent être interpellés par les clients sur le sujet. Donc, il nous semblait important de montrer toutes les évolutions qui avaient eu lieu depuis le lancement, qui avait fait pas mal de bruit. On a fait la semaine dernière une conférence sur l'énergie, puisque la SNCF est un gros consommateur d'énergie pour faire circuler ses trains. Et donc, on a éclairé d'un certain nombre, à la fois les actions pour réduire l'énergie, pour maîtriser notre facture, mais aussi des questions aussi simples que est-ce qu'avec une telle consommation énergétique, est-ce qu'on est vraiment un transport green, entre guillemets? Donc voilà, on va aussi challenger un peu à la tout fois ça. des aspects vraiment produits, métiers, presque un peu culture G finalement. Et puis un peu strat sur certains sujets. Ouais. Excellent. Donc ta conférence, Journal des territoires, d'autres initiatives aussi un peu pour partager l'innovation? On a des Learnex. Qu'est-ce que c'est les Learnex? Les Learnex, c'est on va, entre guillemets, se balader pour apprendre. Donc on va à la rencontre de différents collectifs. Donc là, on va typiquement faire voyager des gens jusqu'à Madrid, notamment par le train et par différents transporteurs, donc des concurrents. C'est génial, pour leur faire vivre une c'est expérience. C'est le benchmark. C'est ça, pour leur faire vivre in vivo, un benchmark in vivo. Et puis, à chaque étape du parcours, on leur fait rencontrer des différents acteurs de notamment l'excellence relationnelle, que ce soit dans le monde des startups ou dans le monde des entreprises. Donc là, tu as une learning expédition qui est vraiment 100% adaptée à ton univers. Vous allez à Madrid en train, au sein de confrères différents. Vous faites des stop and go auprès de concurrents ou d'autres choses? De sociétés diverses, à la fois des gens de la maison, et puis d'acteurs qui n'ont rien à voir avec le ferroviaire, mais qui peuvent être tout aussi inspirants. Super. Et ça, c'est toi qui l'organise en interne? Et ça, c'est les équipes qui l'organisent en interne. Et puis, on a aussi un parcours d'intégration qui permet de faire découvrir TGV Intercités et qui est tous les mois relancé avec les nouveaux arrivants du mois. Et ça, c'est sur la partie finalement interne. Et comment tu fais finalement pour montrer justement que l'innovation, elle est aussi là et la rendre connue du grand public à l'externe? Est-ce que toi, tu as des partages de best practice avec tes pairs? Alors, je sais que tu prends beaucoup la parole aussi. C'était vu à YouSpring, mais est-ce que tu as d'autres prises d'initiative? Alors, à titre personnel, ma curiosité m'amène à essayer de rencontrer du monde et d'échanger avec les uns et les autres. La partie Learnex, ça permet de montrer aussi un certain nombre de choses. Et puis, dans les conférences, on essaye d'avoir des témoins parfois externes, mais des témoins aussi du terrain.
C'est-à-dire qu'on essaye que les conférences, ce ne soit pas la direction qui parle aux établissements, mais que ce soit bien aussi des établissements qui partagent leur réussite, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait dans les journaux des territoires, mais sur un format beaucoup plus court. Excellent. Et du coup, j'en viens à ton dernier pilier qui était le réseau. Finalement, créer des ponts entre communautés. Et tu vois, cette question de communauté, moi, je la vois beaucoup en ce moment. On en parlait il n'y a pas encore longtemps avec Jean Roch de Safran. Je sais que Somfy aussi réfléchit à comment créer des communautés. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très important, ce fameux social peering. Comment est-ce que toi, de ton côté, tu réussis à créer ces communautés, un sentiment d'appartenance, ces petits groupes de partage de bonnes pratiques? Alors, premièrement, j'ai eu la chance, quand la We Academy s'est créée, de récupérer, entre guillemets, différents collectifs. Et l'un de ces collectifs avait commencé à travailler sur une communauté qui s'appelait les We Teams, qui est une communauté autour de l'excellence relationnelle et qui mobilisait notamment des gens du sol et du bord. Où l'objectif, c'était vraiment d'organiser ce partage entre pairs. Donc, c'était des profils très motivés. Ça a été organisé par les anciens qui étaient à la tête de cette équipe. Et moi, j'ai profité, entre guillemets, de toute cette expérience pour capitaliser sur ce qui avait bien marché, ce qui avait un peu moins bien marché. Et aujourd'hui, on essaye de le décliner. L'un des principes que je retiens sur une communauté, c'est que qui dit communauté dit communauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir une envie, commune. Ouais. C'est très, très difficile de décréter l'existence d'une communauté et de dire rassurez-vous, on va vous animer. Ouais. Enfin, faut qu'il y ait un intérêt commun. Bien sûr. Et donc, là, sur cette communauté, il y avait un intérêt commun qui était autour de l'excellence relationnelle. On a 500 personnes à peu près présentes dans cette communauté. Alors, bien sûr, il n'y a pas les 500 personnes à chaque événement, évidemment. Mais ça permet de diffuser, ça permet de tester des choses. Donc, ils sont très contents de tester parce qu'ils sont en avance de phase sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est un jeu permanent de donnant-donnant. Et ça marche plutôt bien. Et de cette expérience, on l'exporte, entre guillemets. On est en train de créer des communautés ou des ambassadorats, après, peu importe les termes, mais qui, autour de certains baromètres, qui sont des baromètres managériaux qui nous permettent de savoir un peu comment sont les collectifs. Et l'idée, c'est comment j'utilise ces baromètres. On crée des communautés. On est en train de réfléchir à ce qu'on appelle des cercles de partage managériaux, pour créer cette logique de pair à pair entre managers, où on n'est plus sur la technique du quotidien, mais on est vraiment sur la pratique managériale. Donc voilà, on essaye de tirer bénéfice de cette réussite qui avait été initiée par mes prédécesseurs. Excellent. Et du coup, Didier, t'expliquais un des prérequis, c'est déjà l'envie de faire communauté. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres tips? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut créer une identité graphique, un coin d'un réseau social pour partager des choses? Est-ce qu'il y a des tips un peu opérationnels qui font que ça marche bien, que la sauce prend un peu dans la durée? Parce que tu peux finalement ramener du monde dans les débuts, mais après, ça s'essouffle aussi un petit peu. Quelqu'un m'avait dit par le passé dans ma carrière que l'infini commençait à 3. Donc, il faut avoir à un moment donné suffisamment d'expérience pour tirer des vraies tendances. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore cette maturité pour être capable d'être dans le tips, entre guillemets, un peu générique. Au-delà de celui que je disais tout à l'heure, de trouver cet objectif et cette envie commune. Après, je pense que les modalités, elles sont à définir en fonction de chaque communauté. Un espace documentaire, ça a beaucoup de sens pour peu que les gens soient connectés. Donc après, il faut trouver la bonne modalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des liens réguliers. C'est-à-dire que c'est comme une relation amicale. À un moment donné, la relation amicale où on se contente de lire sur Instagram où la personne en est, on sait très bien à quoi ça amène au bout d'un certain temps. C'est un super parallèle, il faut vivre des choses. Quoi. Et donc, il faut être ancré dans un contact qui peut être parfois à distance, qui peut être parfois en présentiel, mais il faut être ancré dans cet échange. Au-delà de ça, je doute que la communauté dans laquelle je me contente de venir consommer soit très pertinente. Mais voilà, des tips après, je pense que j'en suis pas encore là, je vais me laisser encore un peu de temps pour m'en faire. À notre niveau, on l'a vu côté Cocori, quand on a commencé à créer des communautés ou des clubs, tu vois, de VP Learning, de VP Inclusion, on s'est rendu compte qu'un des enablers, un des trucs qui nous a fait passer à une autre échelle, c'est quand on a commencé à bosser ensemble sur des projets. Et là où tu disais, je pense que si on reste dans la consommation, tu vis rien en fait. Et pour vibrer, faut sortir un peu de sa zone de confort et donner. Quoi. Et c'est le moment où les gens viennent avec quelque chose sur la table et qu'on se confronte, on discute, que là, il y a de la magie. Quoi. Il y a de la magie. Ici, j'en viens un peu à la partie la plus perso de ce podcast. Oula. Roulement de tambour. Je voulais savoir comment est-ce que tu t'organises avec, du coup, ton équilibre de vie privée, vie pro. T'es quelqu'un de très connecté. Est-ce que tu arrives à couper un peu de tes réseaux?
De tes Oui, mails oui, j'ai cette, alors, équilibre vie pro, vie perso, c'est le bordel, Ouais. voilà, pour être très simple, C'est lâché, c'est voilà. dit. Je suis pas le meilleur sur le sujet, mais par contre, j'essaye d'être présent à l'endroit où je suis. Voilà, donc mon équilibre, Là, il tu as vient de réussi là. à couper ton téléphone. Voilà, Il y a pas de donc notification, c'est vrai, je 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 témoigne. je je cherche à être avec les personnes avec qui je suis et je trouve qu'en fait, c'est un gain de temps énorme parce que, il y a rien de pire que de faire 2 choses à la fois et de faire répéter les gens parce qu'en fait, ou d'avoir une intervention qui est décalée par rapport aux propos. Donc voilà, donc j'essaye plutôt d'être dans l'instant présent. C'est une belle manière de vivre en même temps, Sûr. et que ce soit avec mes enfants ou avec «mes collègues» entre guillemets, c'est plutôt ce que j'essaye de faire dans la mesure du Pas possible. de multitasking, quoi. Tu es vraiment focus un Le maximum. le multitasking, il est dans la journée, entre guillemets, en passant, très vite d'un sujet, l'un à l'autre, mais à l'instant T, enfin voilà, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaye de le proscrire. Et tu as des outils qui te font gagner du temps ou des choses que tu dis: «Ah tiens, ça c'est vraiment un life hack, quelque chose qui m'a permis d'optimiser», Alors je sais qu'on avait parlé un peu de ChatGPT, je sais pas si tu l'utilises dans ton quotidien Alors oui, ou pas? j'ai testé comme bon nombre, de personnes, ChatGPT, j'en suis pas à l'utiliser dans mon quotidien, mais non, j'ai pas vraiment d'outils. Quand j'étais dans l'agile, j'utilisais le management visuel avec des outils comme, Yellow de Dio Sensorit qui était plutôt pas mal à l'époque. Aujourd'hui, je suis très Teams, qui je trouve permet, une mise en relation assez rapide et Super heu efficace. et 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 d'éviter, en fait, si on crée des bons fils, de conversation, ça permet de prendre un sujet et de traiter le sujet plutôt que d'épiler des centaines de mails. Donc voilà, après la difficulté, c'est que tout le monde ne se met pas à Teams, donc il faut jongler entre WhatsApp, le mail et Teams. Mais heu, mais voilà, au-delà de ça, c'est assez basique. J'essaye d'avoir, juste dans mon collectif, d'avoir un petit tableau de bord un peu simple qui permet de remettre régulièrement, où on en est et où Tes on va. prios, Voilà, pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, quoi. très clair. Et tu disais, en introduction, tu disais que tu es quelqu'un qui est très curieux. Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration? Et est-ce qu'il y a des inspirations que tu veux nous partager aujourd'hui? Ça peut être des livres, ça peut être des vidéos. Qu'est-ce que tu... Alors, moi, je vais puiser mon inspiration dans les rencontres. Je parlais de conversation tout à l'heure, donc dans les rencontres, je vais, oui, pas mal, pas mal dans la nature aussi, où il y a un côté, j'aime beaucoup randonner et je trouve qu'il y a un côté un peu contemplation qui permet de se recentrer, qui est pas inutile. Donc ça, c'est quelque chose de plus personnel, mais qui est, Ouais. qui est pas qui est pas qui est pas négligeable. Et on parle de livres. Je viens de finir justement, puisqu'on parle de randonnée, je viens de finir le Ruffin sur, Immortelle Randonnée, là, sur son chemin de Compostelle, qui n'est pas le livre forcément qui donne le plus envie, Ouais. Mais d'aller, ils sont rudes, hein. Moi, j'ai terminé celui sur la Sibérie. C'est des livres rudes. Pourtant, j'aime beaucoup la rando, mais à chaque fois, je repars de ces bouquins, je me dis, oh là là, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de c'est plaisir, pas un promoteur non, extraordinaire de la non. rando. Pourtant, j'adore ça. Mais là, vraiment. Je suis toujours dans le projet de faire ce «pèlerinage» entre Ouais, guillemets, ouais, parce que ouais. je trouve que c'est un chemin qui est très intéressant, mais c'est vrai qu'il est il Ah, il il est cru dans sa manière d'exprimer c'est d'accord. Ouais. ses difficultés. Et puis j'aime les lectures, un peu, je suis très branché écologie, donc les lectures de Pablo Servigne sur, comment tout s'effondre, ou une autre voie est possible, je crois, ou un autre monde est possible. Entre nous, possible. Voilà, c'est des livres qui sont, très intéressants, très éclairants et malgré l'inquiétude ambiante qui permettent de se dédouaner d'une certaine responsabilité, à partir du moment où on est engagé, on pense faire, ce qu'il faut faire, ou ce qu'on est en capacité de faire. Donc ça permet aussi de relativiser notre responsabilité individuelle par rapport à ce collectif. Donc je trouve ça aussi intéressant. Et puis j'ai lu, les livres d'Harari, Homo Deus, Sapiens aussi, qui sont très éclairants Super sur des intéressant. réalités qu'on croit immuables et qui en fait sont peut-être pas aussi immuables que ça. Et sinon, un petit conseil, parce que c'est mon coup de cœur, de la semaine, c'est un film. Je verrai toujours vos visages, je crois, de Jeanne Henry, Ah oui, qui est sorti du coup. qui est sorti, ouais, avec Adèle Exarchopoulos, voilà, je me souviens, hein, Oui, oui, oui. et qui est, David Ben Salah. Ouais, ouais, tout exactement, à qui est, fait. qui est Qui est à, incroyable. J'ai pas encore vu, mais c'est sur ma to-do. qui est à voir absolument. Tu veux teaser un peu l'histoire? On parlait de père à père, on parlait de cette logique de faire accoucher quelque part, les gens. Tout est dit dans ce film, sur l'écoute que ça nécessite, la bienveillance que ça nécessite
et la force de ce dispositif. C'est sur la justice restaurative. Là, c'est sur la relation entre des délinquants et des victimes. Mais c'est extrêmement puissant et d'une délicatesse absolue avec un jeu d'acteurs fantastique, donc courez-y. J'ai ma reco pour ce week-end. Didier, est-ce que tu as une citation, du coup, toi, en général, que tu utilises et qui est un peu ton motto dans ta vie au quotidien ? Il y en a une qui... je suis très compétiteur, donc il y en a une qui me va très bien, c'est celle de Mandela. Jamais je ne perds, soit je gagne, soit j'apprends. Donc je trouve qu'elle est intéressante déjà parce que ça m'évite de perdre, ce qui est très bien quand on est compétiteur. Voilà, donc celle-là, de manière générale, je trouve qu'elle est très intéressante et on parlait d'agilité, elle est très utile dans l'agilité. Et après, j'ai un petit mantra qui n'est pas une citation, mais qui correspond bien à ma manière d'appréhender les choses. C'est rien ne résiste au travail. C'est le fait qu'à un moment donné, quand on veut, il faut y aller, se relever les manches et ne pas hésiter à s'investir. J'adore. Didier, on va rester sur ces beaux mots. Moi, je retiens également une de tes punchlines qui me parle beaucoup. L'agile, c'est un état d'esprit. C'était très fort. Merci beaucoup, Didier, pour ton super retour d'expérience. Et à très bientôt, amis de la RH.